vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamna, Nadir Kaya. Jean Castex a annoncé hier la poursuite du confinement, mais des premières mesures d'allègement pourraient intervenir le 1er décembre, date à laquelle les petits commerces pourraient, conditionnel, ouvrir. Il va falloir qu'ils patientent encore plus de 15 jours, ce qui est très long. En revanche, les bars et les restaurants ne pourront pas rouvrir avant 2021. Commerçants et restaurateurs ne cachent pas leur déception et leur inquiétude. Beaucoup d'entre eux devront sans doute fermer définitivement. Beaucoup se sentent abandonnés. D'où la question du grand débat ce soir. Le gouvernement abandonne-t-il les commerces et les restaurants? Et pour le moment, vous êtes 95% à dire oui. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et avec nous pour en débattre, Xavier de Namur, restaurateur qu'on ne présente plus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe, bonsoir Monsieur Bilger, bonsoir à tous. Bonsoir Xavier. Est-ce que hier soir, Xavier, ça a été la douche froide pour les restaurateurs comme vous? Alors je pense que ça a été la douche froide effectivement pour beaucoup de restaurateurs qui pensaient peut-être pouvoir ouvrir un peu comme les autres commerçants le 1er décembre, parce qu'il faut rappeler je l'avais dit sur cette antenne au premier jour du reconfinement, qu'ils rouvriront pour Noël parce que le moteur de la consommation, le moteur de la croissance, je veux dire, c'est la conso en France. Donc il ne faudrait pas priver les consommateurs de faire la teuf. Mais par contre, nous, c'est la vraie teuf, donc c'est, je dirais, M. Castex, qui n'est pas vraiment un super teufeur, mais il a compris que le risque, c'était le 31 décembre, d'avoir le bordel dans les restaurants, dans les bars. Et je voudrais dire, Philippe, de ne pas oublier quand même les salles de concert, les théâtres, les traiteurs, qui tous ceux-là, ils sont dans une merde noire comme nous, c'est vrai, mais peut-être parce qu'on en parle moins, et les hôteliers qui sont aussi à la ramasse. Donc tout ça, c'est tout un monde, c'est des milliers et des milliers d'entreprises, des centaines de milliers d'entreprises, des centaines de milliers de salariés, et c'est une vraie catastrophe. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, alors on va nous dire, oui, on vous abandonne pas, tu es entendu, le président de la République depuis le début, il nous abandonne pas, qu'il voudra qu'aucune entreprise ne doit avoir un risque de faillite. Alors ça, c'est le beau, c'est la com, c'est le discours, mais dans la réalité, j'ai écouté aussi hier le ministre, Monsieur Castex, le ministre, Monsieur le maire, et aussi Madame Borne, et j'y reviendrai après. On les entend, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. On va avoir des thunes, 10 000 balles par mois, les salariés sont complètement cotisation patronale, cotisation salariale, bref, c'est le nirvana. Sauf que quand tu regardes dans la réalité, tu as tous les employeurs, les petits commerçants, etc., tout le monde gueule parce qu'ils n'ont pas les thunes. On ne les voit pas, il y a une différence entre le discours et l'application avec des règles, souvent d'éligibilité, qui empêchent d'accéder au fonds, ce qu'on appelle le fonds de soutien. Par exemple, je donne un exemple. Alors avant, il y avait 1500 balles. Donc imagine bien, avec 1500 balles, tu n'allais pas loin. Aujourd'hui, tu peux aller jusqu'à 10 000. Mais par exemple, moi, comme j'ai dit la dernière fois, on a un truc dans ce pays, c'est le seuil de 50. Bah, tu regardes sur le site du ministère, à chaque fois, il y a marqué moins de 50 salariés, moins de 50 salariés. Et si tu en as plus, bah, tu l'as dans le cul. Et ben, le ministre, lui, il a dit hier, tous les commerçants, tous auront le droit à quelque chose. Bah, c'est un mensonge. Après, par exemple, les commerçants, ils paniquent grave parce qu'ils ont été fermés 2 mois et demi, en tout cas ceux qui ont été pendant le confinement, 2 mois et demi entre le 15 mars et le 2 juin. Et aujourd'hui, ils doivent payer 1 semaine de congés payés sur ces 2 mois et demi de fermeture. On n'est même pas ouvert. Donc moi, ce que je préconise au gouvernement, c'est donc à monsieur le maire de supprimer le seuil de 50 pour que tous les commerçants, moi j'ai plus de 50 salariés, ben on ne soit pas lésés. Et puis que, surtout, par exemple, pour cette semaine de congés payés, comme on va être fermé la première semaine de Noël, voire la deuxième, et ben on dit cette semaine de chômage et la deuxième de chômage partiel et la deuxième, ce sont des congés payés pour les salariés. Ils seront en vacances, ils pourront faire leurs courses comme les autres. C'est des propositions de base qui vont déjà permettre aux restaurateurs et à tous les autres des théâtres de respirer un peu parce que c'est quand même la panique grave. Stella Kamna, vous entendez le cri du cœur de Xavier de Namur. Oui. C'est terrible. Oui, je comprends. Je l'entends, son cri, et c'est douloureux, ça déchire le cœur, je ne peux que compatir. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est en train de faire perdre tout le lien, le tissu social qu'il y avait en France à cause de cette épidémie? Oui. Parce que les cafés, les restaurants, c'est des endroits conviviaux où on va, on mange, on rit, on se détend, on discute. Il le disait tout à l'heure, il est important de le rappeler, c'est qu'avant d'ailleurs qu'on rentre dans la deuxième vague de confinement, moi je suis allée dans quelques restaurants à Paris, pour ne citer que l'exemple de Paris,
et les mesures barrières étaient respectées. Tout le monde avait son masque et tout, justement, je pense que les gens ont tout fait justement pour qu'on ne leur reproche pas en fait de dire que vous ne respectez pas les mesures barrières, dans ce cas, fermez les restaurants. Donc, moi, je pense que même si c'est difficile, même si on y arrive, que l'État se démerde comme ils disent qu'ils le font, je pense qu'il faudrait qu'ils laissent les restaurants, les petits commerces, il faut qu'ils les laissent ouvrir. Et quitte à ce qu'ils imposent d'autres règles qu'on va suivre, mais qu'ils les laissent ouvrir, qu'ils essayent en tout cas. Moi, je suis pour en fait qu'on les laisse rouvrir. Xavier de Namur. Alors, je suis d'accord, ça serait mieux qu'on soit ouvert parce que c'est surtout, je vous redonne la parole. Vous avez fait, comme le rappelait Stella, de gros efforts. J'ai eu la chance d'aller dîner dans un de vos restaurants. C'était vraiment hyper respecté les normes de distanciation. Je me souviens qu'on m'a même demandé mon numéro de téléphone, partout, son mail, son nom, etc. Donc ils ont respecté, ils n'ont pas à être sanctionnés en fait pour le reste. Ils n'ont pas à payer l'addition pour le reste. Philippe Bilger. Non, pas Philippe Bilger. Xavier de Namur. Alors, je reviens sur deux choses. Et effectivement, et on se souvient bien des mensonges du ministre, M. Véran, quand il avait dit que les restaurants et les bars, surtout les restaurants, étaient des endroits de contamination. Puis après, il a dit le contraire une semaine après. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu d'études là-dessus. Moi, ce que je dis juste, c'est que même quand on a ouvert avec le couvre-feu, avec les mesures, les nouvelles mesures de protocole sanitaire, etc., on n'avait pas de rentabilité dans les restaurants. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que moi, j'ai des endroits où on avait tellement limité les jauges, tellement respecté les jauges, qu'à la fin, on faisait même pas 500 balles de recettes par jour avec 6 ou 7 ou 8 salariés. Donc, c'était impraticable. Donc, moi, je dis encore une fois, tant que les systèmes, je dirais les protocoles et tous ces barrières sanitaires et barrières sociales sont en piste, autant ne pas ouvrir. Mais dans ces cas-là, si on n'ouvre pas, il faut qu'on ait des mesures qui nous accompagnent vraiment. Alors, on nous a dit qu'on avait, pour les salariés, c'est vrai, ils ont le chômage partiel, etc. Ça, c'est pour les salariés. Mais pour les employeurs, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on doit payer nos loyers, on doit payer nos TRSI, on doit payer nos crédits, on doit payer nos impôts, etc. Et donc, du coup, on est à la gorge, on ne peut pas survivre. Et les PGE, il faut en parler des PGE parce qu'on a l'impression que... Les prêts garantis par l'État. Oui. J'explique. Oui, les prêts. C'est pas des cadeaux. Il va falloir les rembourser. Et comme on bosse pas, on va se retrouver, comme l'histoire, je parlais des congés payés tout à l'heure, on va se retrouver avec les premières échéances à payer au mois d'avril, mai ou juin en fonction des gens. Il va falloir reprendre des PGE pour payer les crédits. Ah oui, alors là, c'est mauvais signe. Quand vous empruntez pour rembourser les emprunts, là, c'est catastrophique. Le problème des défaillances d'entreprises, c'est monstrueux ce qui va arriver au premier semestre. Là, le gouvernement a voulu tenir les trucs en disant on vous prête de l'argent, on vous met le chômage partiel, mais ça ne va pas durer à vitam aeternam. Donc à un moment, il va falloir trouver des solutions et des vrais accompagnements, pour expliquer à tous les entrepreneurs qu'avec 1500 balles, ça ne suffit pas. Donc on nous ferme, ce n'est pas de notre faute, mais il faut réellement de faire sauter toutes sortes de critères d'éligibilité pour que le gouvernement aide réellement ces entreprises à passer le cap. Parce que sinon, vous avez tout un tissu de petites entreprises qui vont disparaître. Et ce tissu de petites entreprises, c'est des dizaines de milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître. On entend tout le temps, tu sais, t'entends les mecs des syndicats, la CGT, FO et tout, qui parlent, et vas-y de Renault, et vas-y des syndicalistes, et vas-y de Renault, et vas-y de Peugeot, ou des fabricants de pneus. Ces 800 salariés-là, ces 1000-là. Nous, c'est des dizaines de milliers par 2, par 3, par 4 et par 5. Voilà le risque. Et puis surtout, quand dans la ville, il n'y aura plus ce tissu de petites entreprises qui fait en sorte que ça crée, je dirais, ce tissu social. Et le risque, encore une fois, c'est quand on entend le gouvernement qui te ment en permanence. Parce que je peux considérer que quand ils ne disent pas les choses clairement, c'est quelque part du mensonge. Il y a un problème d'adhésion des salariés, d'adhésion au discours, aux paroles de la République. Et c'est le problème, c'est que derrière, le risque, je l'ai déjà dit, il y a un risque de bordel généralisé. Philippe Bilger. Xavier, vous savez que d'abord, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un adepte du Ignaka Ifocon. Je voudrais vous demander, à partir des solutions de bon sens que vous paraissez proposer pour l'ensemble des activités dont vous êtes une incarnation tout de même
emblématique. À votre avis, qu'est-ce qui fait que le pouvoir ne comprend pas la réalité de ces activités? Est-ce que c'est une forme de, tout simplement, d'ignorance, mais une ignorance malheureusement qui n'est pas de mauvaise foi, ou est-ce qu'il a la volonté de faire disparaître ces activités qui sont tellement capitales pour la vie en commun? Xavier. Alors Philippe Bilger, moi, ce que je ne pense pas que le gouvernement est dans l'idée de faire disparaître ces activités. Je pense que les technos qui sont là-haut ne comprennent pas forcément le fonctionnement des choses. Et d'ailleurs, les ministres font des conférences de presse, et après, conférences de presse, et derrière, tu as effectivement les scribouillards qui doivent faire des règles d'application de décrets et de lois. Et c'est ça où le bas blesse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réfléchi avant comment tout ça doit se mettre en place. Et ils n'ont pas contacter, je dirais, des professionnels qui savent exactement comment on se fait une DSN, comment on se fait un bilan, comment, par exemple, sur les loyers, quelles solutions on pourrait avoir pour éviter d'entendre le gouvernement qui dit « Oh ben, on va mettre un petit crédit d'impôt pour les bailleurs pour qu'ils font cadeau du mois de novembre ». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ils prennent des décisions qui ne sont pas bonnes. Et moi, quand j'écris, tu sais, la semaine dernière, j'ai écrit des lettres au ministre, à Madame Borne, qui était publiée même dans le Figaro, dans l'Obs, dans le Challenge. J'ai republié encore hier une lettre à Monsieur le maire pour qu'il arrête de dire toutes les entreprises sont aidées, tout, pour qu'il fasse des choses, pour qu'il rencontre des gens qui sont dans le concret et qu'on peut leur expliquer comment faire. On a des solutions, mais pour ça, il faut... Pour ça, il faut... Je ne sais pas, je vous ai perdu, mais je ne sais pas si... Mais non, on vous entend très bien. Voilà. Non, on vous écoute. Pour ça, il faut qu'ils rencontrent des gens qui sont réellement sur le terrain. Parce que sinon, ils sont dans leur monde. Et c'est vrai que leur monde, c'est plutôt les grands groupes. Leur monde, c'est plutôt les grosses boîtes. Tu sais, ils basculent tout le temps de grosses boîtes dans le privé, de privé dans le public. C'est sûr qu'ils vont plus dans les conseils d'administration que serveurs chez Xavier de Namur. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ils ne savent pas comment tout ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit et comment on doit payer. De reculer les échéances, c'est sympathique. Mais le problème, c'est que tous les patrons, aujourd'hui, ils sont peur. Nos fournisseurs, je parlais tout à l'heure à quelqu'un qui est à Rungis, Samantha, elle s'appelle. Elle est dans la panique totale. Elle fait moins 90% sur son chiffre d'affaires parce que ses clients, c'est les restaurateurs. Et elle n'est pas aidée. Elle n'a rien à toucher, etc. Donc pour elle, c'est le bordel. Donc il faut comprendre que tous ces fournisseurs, tous ces gens qui gravitent autour, qui même pas gravitent, qui font partie intégrante, nos prestataires, etc., font partie intégrante de notre boulot, ils n'ont rien. Donc c'est tout un univers qui va s'écrouler et qui va y avoir des faillites. Parce que le problème, c'est que tu as beau dire, oui, le gouvernement te dit, oui, mais vous allez pouvoir reculer vos échéances bancaires. Pas ma cache. La banque, à un moment, ils t'ont pu reculer 6 mois, comme j'ai dit une fois, puis ils te demandent pour reculer 6 mois de 6 000 balles de crédit par mois, ils te demandent 10 000. Puis après, ils te font payer. Et puis si tu ne payes pas, ben, on t'envoie les huissiers, les machins. Les gens qui ne payent pas leur loyer, j'avais expliqué qu'il fallait surtout ne pas payer son loyer. Ce truc de Macron qui dit qu'il faut suspendre vos loyers. Non, alors il y avait des critères. Il fallait faire moins d'1 million de CA, etc. Mais il y en a beaucoup. Il y a des procédures en cours. C'est les JEX, donc les juges de référé et les juges d'application des peines. Il y a des procédures en cours monstrueuses. Presque la moitié des restaurateurs n'ont pas payé leur loyer. Il ne faut pas le faire. Il faut payer ton loyer, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, encore une fois, il faudra démontrer. Oui, mais il faut le payer quand même parce qu'il faut démontrer que tu n'as pas, que tu es dans je dirais qu'il n'y a pas de contrepartie à ton activité, donc que tu n'as pas de contrepartie au loyer et que donc il y a une exception j'arrive pas à dire ce mot, il faudra BD, qu'on ne peut pas appliquer, je dirais, l'inapplicabilité. On va faire réagir. Oui, c'est pas l'inapplicabilité. C'est un autre nom, mais c'est pas grave. C'est l'inexécution. L'inexécution. L'inexécutabilité, alors. L'inexécutabilité de pouvoir bosser. Et donc, sur ce principe, on doit pouvoir, mais là encore, il faut des jurisprudences, il faut demander soit à l'État ou au juge, au GEX, au juge d'application, de dire, voilà, vous n'avez pas à payer pendant ces 2 mois ou 3 mois. Et après, naturellement, je pense bien qu'il y a des propriétaires qui ne sont pas dans les gros moyens qu'on a peut-être besoin pour leur petite retraite, mais il y en a plein, ce n'est pas le cas. Il faudra partager la part du gâteau, etc. Donc, je recommande tous les locataires qui ont des baux commerciaux d'écrire à leurs propriétaires pour expliquer ce principe. C'est un principe de droit qu'il faudra faire appliquer. Après, il faut aller au tribunal et on verra bien ce que vont dire les juges. Mais en fait, aujourd'hui, de fait, ce n'est pas notre fait.
du fait du gouvernement, nous ne pouvons pas travailler, donc nous ne pouvons pas, il n'y a pas la contrepartie du bail du loyer. Voilà. C'est des choses simples, mais il faut que le gouvernement explique. Il dit toujours qu'il faut être pédagogue. Moi, j'essaye d'être pédagogue et de trouver des solutions. Nadir Kaya, rapidement, pour une réponse rapide. Je vais essayer de faire rapidement, même si j'ai sûrement oublié des choses, parce que monsieur avait beaucoup de choses à dire et c'est tout à fait normal. Ce qui est gravissime, c'est la situation, et c'est qu'on oublie qu'il y a plus de 5 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Et que la situation, il y a aussi des psychologues et beaucoup d'experts. Maintenant, on arrive à 10 millions. 10 millions. Voilà, maintenant 10 millions, donc je ne sais pas si on se rend compte des chiffres. Je pense pas, parce que les Français ne se manifestent pas plus que ça quand on voit. Moi, je le vois à travers notre association et les maraudes qu'on fait sur le terrain, la pauvreté qui se développe de plus en plus et qui touche de plus en plus de travailleurs aussi pauvres, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Et là, des psychologues depuis quelques jours et des spécialistes et même des médecins et des chercheurs vous disent que si on continue comme ça, l'aspect social qui existe dans les cafés, dans les restaurants et ailleurs va disparaître, et ça va engendrer des problématiques qui vont coûter plus cher, parce que le prisme du politique aujourd'hui, c'est de regarder concrètement combien ça coûte. Et il s'avère que, comme le disait monsieur, même si les mesures paraissent sympathiques comme ça pour les commerçants, elles vont tôt ou tard coûter aux Français. Et donc c'est pas la solution. La solution, c'est d'arrêter de confiner les gens, laisser travailler les gens et de mettre les vrais moyens pour que le virus ne se propage pas. Elle est là la solution. Vous avez même des experts qui vous le disent. C'est pas en contraignant les uns et les autres à ne pas travailler qu'on va réellement régler ce problème-là. Xavier Delamure, une réponse très rapide. Très rapide. Il est clair que la précarisation de la société en France et en Europe est une catastrophe. Et que le resto, oui, le resto est un endroit de lien social. Ça évite, oui, aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques, etc., c'est une catastrophe. Il y a plein de gens qui vont consulter parce que les gens, ils sont déjà enfermés dans leurs problématiques de psychiatriques. Et là, c'est vraiment énorme. Et on va avoir un développement comme ça de maladies. Des pathologies. Moi, j'ai des problèmes de dos. Tout à l'heure, Samantha disait qu'elle était stressée, qu'elle ne dormait pas. On parlait des travailleurs. Il faut parler des employeurs. Il y a plein d'employeurs qui vont se retrouver au RSA, qui vont se retrouver dans la rue. Xavier Delamure, on va continuer à en parler, mais dans quelques instants, vous êtes toujours 95% à dire que le gouvernement abandonne nos commerçants et nos commerçants et nos restaurateurs. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Nadir Kaya, Stella Kamna. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. Nous vous écoutons. Oui, en fait, j'ai écouté Xavier et ce que je voulais dire, c'est si on s'est mis dans cette situation, c'est parce qu'en fait, notre gouvernement aurait dû passer par la case Parlement déjà. Il aurait pu rencontrer des restaurateurs, des médecins parmi nos députés, qui auraient pu éviter de faire deux grosses bévues. C'est de laisser les hyper ouverts. Les hyper, c'est les personnes qui viennent de plus loin et qui sont plus nombreuses dans un même point. Donc c'est là où on a les risques maximum. Les supermarchés, c'était de proximité, étaient beaucoup plus adaptés que les hyper. La deuxième bêtise, c'est de laisser les rayons, bien sûr, non essentiels ouverts dans ces hyper. Donc il y a eu un peu de rattrapage sur ça. Après, ils ont fermé. Voilà, donc pour se rattraper. Mais je pense que c'est surtout des décisions qui ont été prises de manière unilatérale et sans concertation. Sans concertation, parce que le feedback qu'on leur a eu, ils servent à ça, nos députés, ils servent à nous représenter un peu. Oui, s'ils sont en circonscription le week-end, c'est pour ça. C'est pour parler aux gens. Tout à fait. Et ils seraient venus le jour où on aurait mis ça au ordre du jour, je pense. Merci. L'autre point qui est important, rapidement. Je pense que, rapidement, il faut trouver des solutions. Faire du pompage comme on l'a fait avec le déconfinement, remplir, vider les lits de réanimation, c'est pas la solution. Il faut trouver un rythme de croisière qui va nous permettre de ne pas saturer nos hôpitaux et nos personnels. Et pour ça, on sait bien qu'il y a des mesures simples. C'est identifier les personnes qui sont à risque avec des médecins traitants, les pourvoir en masque FFP2 et leur laisser des horaires pour aller dans les petits commerces. On peut leur réserver des créneaux et ces personnes elles seraient quasiment pas en contact et donc on ne remplirait pas les lits de réa. C'est d'une évidence simple. Il faut ouvrir les petits commerces. C'est pas là qu'on contamine. Surtout si on prend une mesure comme celle-ci. Merci beaucoup Richard de Toulouse. Les Toulousains sont là. C'est pas les montagnards sont là, une chanson des Pyrénées. Nous avons Pierre qui est également de Toulouse. Bonsoir Pierre. On va faire réagir Xavier Delamure aux propos de Richard et de Pierre. Pierre. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous dire les choses rapidement ?
Oui, très rapidement. Je crois que de toute manière, le problème beaucoup plus général, il y a une opposition entre les administrations et les professions libérales depuis des années. Et là, on le voit réellement. C'est-à-dire que les administrations ont l'impression d'avoir la réponse. Donc, on confine et on ferme le bec à tous les commerçants et point à la ligne. Voilà comment fonctionne le système. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système, et là, on le voit bien, extrêmement collectiviste. Je dirais pas communiste, mais collectiviste depuis des années. Et aujourd'hui, on le voit, puisque au fond, nous allons tous faire faillite. Moi, en tant que propriétaire de nombreux commerces sur Toulouse, je suis allé manifester vendredi dernier. J'ai fait partie de ces gens qui étaient place du Capitole et qui se sont couchés lorsqu'il y a eu cette fameuse réunion entre les commerçants pour les soutenir. Ce qu'il se passe, et par rapport à ce que disait Xavier de Namur, je suis un petit peu contre l'idée de ne pas payer les loyers. Alors, il l'a dit, bien sûr qu'il fallait les payer, mais il ne faut pas oublier que les propriétaires ont des charges de copropriété à payer qui sont de l'ordre de, sur un loyer par exemple de 500 €, ils sont de l'ordre de 150 € par mois minimum. Il y a les taxes foncières, il y a les crédits aussi lorsqu'on a emprunté, ce qui fait qu'en fait, contrairement à ce que l'on croit, les propriétaires ne sont pas si riches qu'ils ne le prétendent ou qu'on pourrait l'imaginer. Donc je crois que quand même, il faut aussi, moi je crois qu'il faut qu'on soit tous solidaires, non pas contre ou pour les commerçants ou contre les propriétaires, il faut être contre le système qui est en marche aujourd'hui, c'est-à-dire avec monsieur Macron, qui je l'appellerai monsieur Macron célophane, pas célophane, mais Macron tout court, sachant que derrière, on ne peut pas avancer dans cette société tant que on ne résoudra pas ce problème. Cette opposition entre l'administration. Merci beaucoup Pierre. Xavier de Namur, en une minute, je synthétise nos amis toulousains, Richard et Pierre. L'un nous dit, on a oublié le Parlement, c'est vrai que tout se fait en Conseil de défense, et la fracture administration, j'allais dire élite, et la France d'en bas, comme disait Raffarin. En une minute. Alors, une minute, c'est clair que c'est très compliqué, cette dichotomie entre le discours des ministres, etc., et ce qui est appliqué. Et on voit bien qu'il y a un problème pour les petits commerçants dans ce pays qui ne sont pas soutenus comme ils devraient, alors qu'il y a un vrai discours de soutien. Moi, je dis juste à tous mes collègues de regarder, j'écris des lettres. Ils peuvent aller sur ma page Facebook. J'écris des lettres à Madame Borne, des lettres à Monsieur le maire hier, de regarder, parce que c'est très technique et ça explique bien les choses clairement, de faire remonter l'info et qu'eux, ils nous reçoivent pour enfin faire changer. Moi, j'ai été reçu à l'époque, c'était sous Carole Delga, d'ailleurs, qui est présidente de la région Occitanie. Et donc de Toulouse, et j'avais été reçu à l'époque, on avait fait changer le fait maison, on avait fait des choses sur la formation, etc. Donc ça veut dire qu'il faut se faire entendre. Moi j'écris, je pense que les restaurateurs peuvent écrire, c'est bien aussi de manifester. Après tout ça, ça doit se mettre à plat et discuter, et c'est la démocratie, il faut en profiter pour discuter. Et moi ce que je demande au gouvernement et au ministre de nous répondre, c'est quand même casse-burne d'écrire à des ministres et qui ne te répondent pas. Merci Xavier de Namur, vous êtes 95% à dire oui, le gouvernement laisse les commerces et les restaurants à l'abandon. Merci à Pierre et à Richard de Toulouse. On se retrouve dans quelques instants.